Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonale. Le dernier rapport sur l'indice de perception de la corruption a été publié par Transparency International le 23 janvier dernier. De la 85e position, le Bénin se retrouve aujourd'hui à la 80e place, donc 5 points de gagné et un petit point également obtenu selon les différents indicateurs. Et c'est justement pour commenter cette actualité que nous avons en plateau un acteur de la société civile. Dans la seconde partie de cette émission, il va revenir également sur l'organisation des élections communales à venir. C'est en 2020, fort de son expérience à la tête de la Sénat en 2008. Pascal Todinou est notre invité ce dimanche. Pascal Todinou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'anime cette émission avec mon collègue et spécialiste politique de B-News, Léandre Dossou. Léandre, bonjour. Bonjour, Jean-Yves Mitopé. Monsieur Todinou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Jean-Yves l'a dit tantôt, le Bénin a progressé de 5 points sur l'indice de perception de la corruption. C'était par rapport, selon le rapport 2019 de Transparency International. Vos premières impressions? Merci beaucoup. Je crois que j'ai tout fait pour découvrir votre studio. Sur votre invitation et sur votre insistance, je voudrais vous remercier tous. Si le Bénin gagne 5 points sur la lutte contre la corruption, je crois que ça ne peut être que très heureux. J'en suis fier. Parce que, ne l'oubliez pas, ce que les hommes politiques et certaines personnes font du denier public laisse à désirer. Et lorsque une lutte s'engage jusqu'à ce que ce gaspillage, ce détournement recule un tout petit peu, on ne peut que s'en féliciter. Voilà ce que je peux dire très rapidement. Oui, vous dites que ce que les hommes politiques font du denier public est totalement inconcevable. C'est vrai qu'on sent aujourd'hui une certaine peur au niveau des fonctionnaires, mais 5 petits points, ce n'est pas vraiment beaucoup. Et quand on regarde les rapports précédents, le Bénin n'avance que d'un seul point. De 2018 par exemple à 2019, c'était simplement un seul point. Et ça veut dire que nous n'avons pas encore atteint les résultats que nous souhaitons. Mais je suis pas du tout d'accord avec vous sur cette analyse. Si on avance d'un point avant, et qu'on avance de 5 points, mais c'est une avancée, monsieur le journaliste. Ça dit que un élève à qui on ajoute chaque fois un point, et que brutalement on lui ajoute 5 points, ça veut dire que c'est un élève qui évolue très positivement. Donc je crois que du point de vue élève, notre pays avance correctement. Et le mérite revient à qui selon vous? Mais le mérite revient à tous ceux qui luttent contre la corruption. C'est-à-dire aux Béninois eux-mêmes qui font désormais des efforts pour ne plus prendre les deniers publics. Ce n'est pas aux Béninois de façon générale, mais c'est à ceux qui luttent contre la corruption. Quels sont les mécanismes aujourd'hui qui peuvent vous permettre d'apprécier véritablement que la lutte contre la corruption a changé? Non, vous voyez, moi je crois que il faut voir dans votre caméra tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une structure juridique qu'on a mise en place. Ça s'appelle CRIET. Aujourd'hui, là, même dans le privé, lorsqu'on parle de CRIET, chacun sursaute. Ce n'est pas comme avant où j'ai vu un chef d'État marcher dans la rue pour dire plus jamais ça la corruption. Et après cette marche-là, en réalité, la corruption a marché plus vite que la marche elle-même. Au point où on se pose la question de savoir pourquoi on a fait cette marche-là. Mais aujourd'hui, il y a des structures qu'on a mises en place pour coincer tous ceux qui veulent détourner, tous ceux qui veulent gaspiller le denier public. Parce que, vous savez, moi j'ai fait près de 32 ans dans l'administration publique. C'est quand je suis admis à faire valoir mes droits à la retraite que j'ai commencé par faire des consultations par-ci par-là pour arrondir mes angles. Ça veut dire quoi? Au moment où j'étais en activité, je n'avais pas la possibilité
de m'acquérir certaines choses. Mais d'autres personnes, dès qu'elles rentrent dans la fonction publique et qu'on leur trouve des postes qu'ils appellent juteux, mais brutalement, on les voit avec des véhicules dernier cri. Mais ce que vous dites n'a pas encore changé aujourd'hui. Non, si bien ça, non, ça a changé. C'est pas que ça a changé complètement. C'est pourquoi j'ai dit, gagner 5 points dans cette lutte-là, c'est important. Ça veut dire quoi? Que même si ça n'a pas cessé totalement, mais du fait qu'il y ait des structures de répression, ça amène les gens à se ressaisir et à essayer d'avoir suffisamment de retenue avant de faire ce qu'ils veulent faire. Mais aujourd'hui, beaucoup estiment, en tout cas les critiques, ceux-là qui critiquent un peu ce qui se passe dans le pays, estiment que la lutte contre la corruption est une lutte sélective. Et la criette que vous avez évoquée, pour certains, est un instrument de règlement politique. Vous, est-ce que dans votre analyse, vous tenez un peu compte de cette possibilité-là aussi? Mais attends, si c'est une structure de répression qui cible les politiciens, je ne peux que m'en réjouir. Donc ça veut dire que c'est les politiciens qui faisaient le gaspillage des ressources de l'État. C'est ce que je peux conclure de par votre analyse là. Non, moi je crois que je ne fais pas une analyse en tenant compte de telle ou telle personne. Moi je fais mon analyse en tenant compte de ce que j'observe dans le pays. Je ne veux pas savoir si c'est une lutte sélective ou pas. L'essentiel? L'essentiel, c'est que la corruption recule. Bien sûr, de par le monde, il y a toujours cette tendance à la corruption. Même dans les pays les plus démocratiquement viables, il y en a toujours. Mais chez nous, on est passé on a reculé de 5 points. Mais j'estime pour ma part, on a gagné 5 points. J'estime pour ma part que nous devons nous en réjouir pour dire, mais la lutte là, ça commence par être amorcé. Et dans ces conditions-là, ceux qui estiment que c'est toujours... Bon, ça c'est entre eux là-bas. Les politiciens là, j'ai toujours dit que les politiciens nous créent les pires difficultés dans notre pays. Ils sont à droite, ils sont à gauche, ils sont au milieu, ils sont derrière, ils sont devant. On ne sait plus là où les retrouver. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la société civile a encore un rôle à jouer dans le cadre de la lutte contre la corruption? Parce que, vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, il a fallu attendre l'avènement de la criette pour voir la corruption reculer. Est-ce que la société civile aujourd'hui joue encore véritablement un rôle dans cette lutte? Non, attends. Je n'ai pas dit que il aurait fallu attendre la criette pour que... Je paraphrase ce que vous avez dit. Vous ne l'avez pas dit exactement comme ça. Ne paraphrasez pas ce qui n'a pas été dit. Je n'ai pas dit qu'on a attendu la criette pour que ça recule. Moi, j'ai commencé par ceux qui luttent contre la corruption. Et l'instrument qu'on a ajouté, c'est la criette. Si vous avez un Zangweto, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle Bien Zangweto. sûr, absolument. Quand Zangweto sort là, il y a des gens qui ont peur, non? Absolument. C'est la même chose que la criette. Donc la criette dit, si vous faites, vous venez devant moi et vous allez avoir 5 ans, 10 ans, 20 ans de... Tout le monde a peur. Donc ça là, c'est un instrument. Mais la lutte qu'on a menée pour qu'il en soit ainsi, pour dire que la société civile a son mot à dire. Si ceux qui luttent contre la corruption, ils intensifient la chose de façon honnête et digne, je suis certain que ça va continuer de reculer. En plus de ça, les instruments juridiques, si ils appliquent les tests dans la droiture, ça va toujours reculer. Voilà ce que moi je comprends. Mais Transparency International ne fait pas que publier des rapports, mais fait également des recommandations. Et au nombre des recommandations que cet organisme international fait, il y a la promotion de la redevabilité. Il y a également que Transparency International invite les États à œuvrer pour la séparation effective des pouvoirs. Où est-ce qu'on en est au Bénin selon vous? En tout cas, chez nous ici, je ne peux pas dire
qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Moi, de mon observation, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'observation séparation de pouvoir. Si vous en connaissez certains, c'est-à-dire si vous constatez que quelque part, ce pouvoir se confond à l'autre pouvoir, dites-le moi, c'est parce que j'ai demandé votre lecture de la question de la séparation des pouvoirs a demandé séparation de pouvoir, non? Oui. Ça veut dire que, donc c'est de façon globale. De façon globale. Donc, pour avancer pas intéressé dans la au lutte Bénin contre la corruption. C'est pas exactement par rapport au Bénin que Transparence Internationale fait cette recommandation. Moi, je parle exclusivement du Bénin. Oui. Quand j'abonde un peu dans le même sens que Léandre pour parler des recommandations faites par Transparency International, il y a également le financement des partis politiques, par exemple. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le financement des partis politiques, c'est vrai qu'il y a une charte qui a été votée, que ce financement est assez clair aujourd'hui, et est-ce que ce principe peut nous permettre d'évoluer rapidement dans ce classement de Transparency International, parce que le financement flou des partis politiques contribue également ou augmente également fortement la corruption? Ah, ça, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que le financement des partis politiques, c'est une manière de contrôler le financement des partis politiques. Le fonctionnement des partis? Non, le financement des partis politiques. C'est-à-dire le financement des activités des partis politiques. Bien sûr. Si on instaure ça chez moi ici, mais je ne peux que m'en réjouir. Maintenant, dire que c'est ce financement qui rend certaines choses floues, laissons d'abord l'expérience démarrer. On vient de voter la loi. On n'a pas encore commencé à financer les partis politiques. C'est pourquoi je dis, moi je ne peux que répondre par rapport à mon pays, à mon observation. Je ne cherche pas à savoir ce qui se passe dans d'autres pays. Lutter contre la corruption, c'est également éviter l'excès de l'argent politique. Est-ce que sur ce plan-là, le Bénin a avancé selon vous? Mais c'est pour ça qu'on a voté la loi sur le financement des partis politiques. Avant, c'est du nébuleux. On ne sait pas d'où vient l'argent. Il y a des gens qui, au lieu de donner même 5 francs pour telle activité, on multiplie les 5 francs-là par 1000, n'est-ce pas? Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Aujourd'hui, avec le financement des partis politiques, on va s'assurer de d'où vient véritablement l'argent. L'argent. Moi, je crois que c'est ça. Mais on vient de voter la loi. Mettons ça en application pour voir ce que ça va donner. Transparency International demande également de soutenir et de renforcer le pouvoir des activistes et aussi de faire la promotion de la liberté d'expression. Est-ce que vous pensez que sur ces 2 points, le Bénin a fait beaucoup de progrès les dernières années? Bon, moi je crois que liberté d'expression, c'est d'abord vous les journalistes qui devez nous dire s'il y a la liberté d'expression. Parce que c'est vous qui avez la parole. C'est vous qui avez le bic. C'est vous qui avez la réflexion. Également. C'est vous qui avez tout pour prouver que là, il y a la liberté d'expression. N'est-ce pas? Pour ma part, lorsque moi je veux parler, je parle. Je ne sais pas s'il y a opposition, s'il y a mouvance. Non, moi je parle. Je raisonne selon ce que je constate. Donc, je n'ai pas une contrainte qui m'oriente. Non. Et par rapport à ça... Votre cas est particulier ou vous pensez que c'est général pour tout le monde? Non, moi je ne peux pas généraliser. Je parle de moi, ce que j'observe. C'est pourquoi tout à l'heure, quand vous m'avez renvoyé dans le monde entier, je vous ai dit de me ramener chez moi. Essayez d'avoir une vue panoramique de tout ce qui se passe au Bénin. Mais j'observe. Si vous voyez, pour venir chez vous ici, là maintenant, mon vieux, ça dit pour venir dans le labyrinthe là, oui. Mais j'ai souffert. Mais sur la grande voie là-bas, je connaissais la voie Bota Wedo, oui. pour y avoir travaillé.
Mais aujourd'hui, c'est en voie. Si vous me parlez de qu'est-ce qui a pu changer, je dis oui. Est-ce que de 1960 à aujourd'hui, beaucoup de choses ne sont pas changées. Donc, je dis qu'on est dans le même sens. Maintenant, si nous voulons parler du développement, alors, abordons plutôt le développement. Mais les politiciens, ceux qui sont au pouvoir vont toujours continuer de dire qu'ils font bien. Ceux qui ne sont pas au pouvoir vont dire que c'est mal. Que c'est mauvais, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas dans ce créneau-là. Nous allons vers la fin de l'émission aborder les questions de développement. Vous allez pouvoir nous dire ce que vous avez constaté aisément. Mais avant ça, on va aborder les questions, les sujets plus politiques. Les élections communales et locales approchent. La Sénat a rendu public son calendrier. Quelle a été, je vais dire, votre première impression quand vous avez vu la méthode et la démarche qui ont été celles de la Sénat, c'est-à-dire aller très vite? Je ne peux que m'en réjouir. Mais en réalité, ce mérite revient au gouvernement, qui a convoqué très tôt le corps électoral, n'est-ce pas? Ça permet à l'institution Sénat de s'organiser très vite. Ça permet aussi aux candidats de s'apprêter très tôt. Or, lorsqu'on attend un mois pour convoquer le corps électoral, mais ça cafouille tout. Donc, je crois que, étant donné que j'ai fait cette pratique-là, je ne peux que féliciter le gouvernement d'avoir convoqué très tôt le corps électoral pour que les gens se mettent en main. Donc, le calendrier que la Sénat a publié n'est que la conséquence de ce que le gouvernement a fait. Comment vous voyez ces communales-là qui viennent? Comment vous voyez les élections communales? On a vu les législatives, ce qui s'est passé, on a vu un peu le contexte, on a vu la crise que cette élection-là a générée. Bientôt les communales. Est-ce que vous êtes optimiste ou vous avez des craintes? Non, moi je suis optimiste. D'abord de nature. Je suis optimiste de nature. Maintenant, ce ne sera pas la même chose. Non, ce ne sera pas la même chose. Avant, on a dit, on a laissé 2 partis seulement aller. Mais il y en a 11 maintenant qui sont sur la liste. Il y en a 11. Seulement les critères, il faut qu'on ait une représentation au niveau national. Parmi les 11 là, est-ce que les 11 seront en mesure de remplir ces conditions-là? C'est là, ça dépend que de ces partis. Est-ce qu'on ne risque pas de retourner vers les mêmes chansons, les mêmes refrains qui ont été entonnés il y a quelques mois? C'est-à-dire, si les 11 partis que vous venez de dire ne participent pas véritablement aux élections, n'arrivent pas à rassembler toutes les pièces qu'il faut, est-ce qu'on ne dira pas que les lois ont été également pas trop souples ou très rigides et ont empêché des partis de participer à cette élection? Mais en fait, la réforme là, c'est pour limiter le nombre de partis politiques, n'est-ce pas? Si on en a jusqu'à 11, moi je ne m'attendais pas à avoir jusqu'à 11. Si les micro-partis aussi se sont mis à jour. Vous voulez parler des partis naissants? Hein? Pourquoi micro-partis? Non, parce que moi, il y en a que j'ai lu et que dans ma vie, depuis ma naissance, je n'ai jamais entendu ce nom-là. Et donc, c'est ça que moi j'appelle micro-partis. Bon, qu'ils m'excusent, parce que, bon, pour les mettre à l'aise, ils sont des grands partis. Mais puisque la loi même a été votée il y a à peine un an, donc on ne peut avoir que de nouveaux partis. C'est vrai que l'Union progressiste et le Bloc républicain, il y a beaucoup de personnalités politiques dedans, mais c'est de nouveaux partis. C'est des nouveaux partis aussi. Qui? Les 2 blocs, par exemple. Mais ils ne sont plus nouveaux. S'ils ont déjà passé l'étape d'un an. L'Union progressiste et le Bloc républicain ont à peine un an d'existence. Oui, mais tu as dit à peine. Je dis, s'ils ont déjà passé l'étape de 1 an, c'est fini. Ils ne sont plus nouveaux. Moi, la loi existe, n'est-ce pas? Et les gens ont rempli les critères, les conditions pour être légaux. C'est l'essentiel. Et moi, je disais, malgré ces conditions contraignantes, il y a 11 qui les ont remplies. On ne peut que les féliciter. Mais parmi ces 11-là, il y en a qui sont en difficulté, qui
qui subissent des situations à l'interne. Il y en a qui sont déchirés aujourd'hui et qui cherchent à recoller les morceaux. FCBE, pour ne pas citer ce parti-là. Est-ce que vous pensez que à cette élection-là, le taux de participation, si FCBE n'arrive pas à régler par exemple son problème à l'interne, est-ce que vous pensez que les militants FCBE sortiront pour aller voter? Comment vous voyez? Mais monsieur le journaliste, pourquoi vous vous intéressez à ce qui se passe au niveau des partis politiques? Non, ça c'est une ingérence qui n'est pas bonne. Moi, je crois qu'il faut éviter de vouloir, tu vois, exacerber certaines choses. Les gens, ils sont en difficulté. Ils se sont retrouvés. Ils ont dit le récépissé obtenu là, nous sommes d'accord pour ça. Mais pourquoi on veut encore en parler? Pourquoi vous estimez qu'il ne peut pas participer aux élections? Moi, je ne sais pas. Moi, mon problème, ce n'est pas celui-là. Est-ce que FCBE a eu son récépissé? Oui. Félicitations. Ils n'ont qu'à s'organiser comme mais lorsqu'on ouvre, c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte. Lorsqu'on ouvre la parenthèse, est-ce que vous pensez que FCBE aujourd'hui, quand même, vous pouvez opiner un peu sur ce qui se passe au sein de ce parti politique qui n'est pas des moindres. FCBE aujourd'hui, comment vous le voyez? Et comment vous voyez FCBE participer à cette élection-là? Non. Moi, je ne peux pas apprécier ce qui se passe au niveau de FCBE. C'est les militants du FCBE qui peuvent apprécier ça. Moi, je suis là pour constater que FCBE existe aujourd'hui juridiquement. Le plus important, c'est ça. Maintenant, qu'ils s'organisent ou qu'ils ne s'organisent pas pour aller aux élections municipales, communales et locales, ça, c'est leur problème, ça. C'est déjà une opinion, c'est déjà votre opinion sur la donc situation. Je l'ai alors partagé avec vous. Vous n'avez pas fini de répondre à la question concernant les 11 partis politiques qui sont en lice et l'éventualité que des remous pourraient naître après la réception définitive, par exemple, des candidatures au niveau de la Sénat. En quoi c'est gênant? S'il y a un parti politique qui n'est pas en mesure de couvrir le territoire national, c'est son problème. Là, en ce moment-là, on ne peut plus accuser l'appareil judiciaire ou bien accuser le gouvernement de n'avoir pas donné de récépissé. C'est fini. Avant, la difficulté réside dans l'obtention du récépissé. Maintenant, ils ont le récépissé. Et il est maintenu qu'on doit avoir le quitus fiscal. Moi, je suis d'accord pour ça. Concernant le quitus fiscal, il y a eu des mesures d'assouplissement annoncées par le chef de l'État tout récemment. Oui. Comment est-ce que vous avez apprécié cela? Mais j'apprécie ça positivement aussi. N'est-ce pas? J'apprécie ça pour la simple raison que, vous voyez, le quitus fiscal, là, l'homme politique qui veut aller me représenter là, il faut qu'il soit à jour. C'est tout. Mais dans ces conditions-là, le peuple ne s'oppose pas. Mais ce que je refuse de commenter, c'est de savoir, de dire, dans tel parti politique-là, il y a divergence. Non, je ne veux pas dire ça. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements au sein des partis politiques, même à travers les partis politiques. Il y a des militants d'un parti X qui quitte et qui va rejoindre un parti Y. Il y a le mercato politique qui est actuellement en cours, malgré la réforme du système partisan. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche? Non, ça ne cloche pas encore. Non, de mon point de vue. Aujourd'hui, là où il y a transhumance, là, c'est les partis politiques qui n'ont pas encore eu leur sésame là, qui sont en difficulté. Et comme certains hommes politiques ne veulent pas vraiment s'effacer sur la scène politique, sont obligés d'aller vers les partis politiques qui sont légalement reconnus. Dans ces conditions-là, c'est quand vous êtes dans un parti politique, vous êtes légalement dedans, dans un parti politique légal, et que on vous, par exemple, sur la liste là, vous êtes élu député. Vous arrivez à l'Assemblée là-bas, vous dites non, je vais dans le parti de Todine Pascal. Ah non, ça c'est pas normal. Mais en réalité, le problème de transhumance n'est pas réglé par la loi encore. Non, c'est pas encore réglé. Le problème de transhumance n'est pas encore réglé. C'est peut-être fait exprès pour permettre de rogner les partis politiques en difficulté. Sinon, à ma connaissance,
Le problème reste intact. Le problème de transhumance là, c'est pas encore réglé. Pascal Todino, les élections, c'est dans quelques mois. Nous sommes pratiquement en période préélectorale. Les différents candidats ou les potentiels candidats sont également sur le terrain. On voit dans la presse généralement les bilans ou le bilan de telle ou telle commune ou de tel ou tel maire. Si on vous donne aujourd'hui la parole, on vous demande de voir un peu et d'analyser, d'apprécier, de faire un petit bilan de la décentralisation, que diriez-vous? Je dirais que la décentralisation a été une très bonne chose. Ça a permis de donner la parole, le pouvoir à la base. Mais ces deux éléments, la parole et le pouvoir qu'on a donné à la base, ça a permis d'élire des maires dont certains ne sont pas toujours à la hauteur de la tâche qu'on leur confie. Alors, je crois que du point de vue des résultats, on ne peut que se féliciter de ce qu'on ait donné la parole et le pouvoir à la base. Est-ce que la base a réellement le pouvoir? C'est ça, c'est pourquoi je dis non. Si le conseil communal ou le conseil municipal est bien ancré dans la loi portant décentralisation, je suis sûr que c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Mais il se fait que, je ne dis pas que c'est tout le monde, il se fait que certains, quand ils sont élus, c'est les primes, les 10%, les marchés, les missions, même des missions inutiles, c'est ça. Au lieu de réfléchir pour dire, ben, écoutez, moi, on m'a donné un pouvoir. J'ai 4 ans ou 5 ans à passer ici. Je vais montrer que je suis de passage. Non, certains... Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de niveau? À la limite, oui. Mais il y a des gens de très haut niveau qui sont maires aujourd'hui, mais qui ne s'occupent pas de cette question de développement. Et comment corriger cet état de choses? Mais il faut réfléchir. Il faut un état des lieux et faire des recommandations en conséquence. Pascal Todino, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Il nous reste moins de 5 minutes. C'est vrai que vous avez, je vais dire la chose comme ça, entre griffes, disparu des plateaux de télévision. On ne vous voit presque plus. Votre dernière apparition remonte à votre sortie liée à la révision de la Constitution. Qu'est-ce que vous avez fait tout ce temps depuis que vous avez quitté le Conseil économique et social et après, ensuite, Léon va vous interroger sur la lutte syndicale? Mais écoutez, moi, je suis allé à la retraite professionnelle, je suis allé à la retraite syndicale. Je suis dans la nature. C'est-à-dire? Je fais tout ce que je veux. Profitez de votre retraite, c'est ça? Je profite de ma retraite, je passe le temps à la ferme. au village, je vais dans la ferme, je mène d'autres petites activités, je fais des consultations, on m'invite à Dakar, à Abidjan, un peu partout. La dernière fois, je suis allé en Tunisie, passer quelques 2 semaines là-bas où vraiment c'était bien, ainsi de suite. Donc, j'ai été libéré. Or, avant, quand j'étais responsable syndical, on veut faire grève ici, on veut faire ceci là ici, on a détourné là, on a, les militants, vous avez tout et ça vous perturbe. Donc, c'était une passion aussi. Non, ça c'est une passion. Et je me suis engagé pour ça. Je l'ai fait pendant 23 ans. Est-ce que là, vous ne regrettez pas un peu votre départ de là-bas? Lorsque vous voyez un peu la lutte syndicale telle qu'elle est menée aujourd'hui, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment la lutte syndicale se mène maintenant? Non, mais c'est à vous, puisque vous observez également. Moi, je trouve que la lutte syndicale continue. On voit de moins en moins les secrétaires généraux, on les voit de moins en moins, on ne les voit plus du tout. Vous voyez? Ah, vous nous voyez? Oui, on vous voit. Mais c'est parce que les circonstances l'ont permis. C'est-à-dire? Mais je vous ai parlé de la liberté de presse. Vous ne cherchez plus les informations maintenant. Hey, écoutez. C'est à la recherche des informations, par exemple, que nous vous avons invité sur ce plateau. Non, attends. Moi, avant, quand je sors une seule fois là, j'ai toutes les télévisions à ma disposition. Aujourd'hui, sortons pour voir. Et si vous permettez de placer un mot mal placé, mais est-ce que moi je sais que certains journalistes ont mal placé les mots
et se retrouvent quelque part que je ne veux pas citer. Mais est-ce que ce n'est pas aussi, si on sent une certaine accalmie au niveau de la Bourse du travail aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aussi du fait que beaucoup de problèmes ont été réglés, les travailleurs ont moins de difficultés dans l'exercice de leur métier? Est-ce qu'il ne faut pas faire aussi la lecture dans ce sens-là, quelque part? Bon, je vais poser la question, vous allez poser la question à ceux qui sont en activité aujourd'hui. Moi, je ne suis plus dans le système des Puisqu'on sait que les travailleurs sont toujours insatiables, les travailleurs ne sont jamais totalement satisfaits, quel que soit ce qu'on leur apporte. Puisque chaque fois qu'on fait une liste de revendications, on ramène même des histoires qui datent de 5 ans, 10 ans, c'est toujours long. Il n'y a jamais eu de liste de revendications courte. C'est pourquoi elle dit, ils sont insatiables. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la calmie, on ne peut pas supposer que beaucoup de problèmes ont été réglés, que ça évolue, ça progresse? C'est vous qui constatez que la liste est longue. Si j'ai dit j'ai mal au doigt, j'ai dit ça il y a 5 ans, le doigt n'est pas guéri il y a 4 ans. Et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas continuer de dire que j'ai mal au doigt. Et vous ajoutez, pendant ce temps, il y a d'autres choses qui s'ajoutent. C'est ça. Comment vous dites qu'on n'est jamais satisfait? Lorsque c'est bien fait, en tout cas, pour ce qui concerne moi, ma confédération, quand c'est bien fait, on dit ça là c'est bon. Les gens peuvent critiquer n'importe comment. Ça là c'est bon. Mais quand c'est mauvais, on dit non. Par exemple, ceux à qui on a passé les tests la dernière fois, c'est grâce à la CGTB qui sont entrés dans la fonction publique. Ma lettre est encore là. La lettre qui a fait que le ministre d'État d'entre-temps, le président Amos Bruno, a dit, écoutez, trouvons une passerelle pour régler le problème de ces gars-là. C'est grâce à ma lettre, sous ma signature. Signature de Todine Pascal. C'est ça qui a fait qu'on les a recrutés tous. Maintenant, on leur dit, venez, on va examiner la question là. Certains disent non. Bon, voilà. Et si c'est avant, on allait dire, il faut se mettre en grève pour qu'on ne fasse pas ces recrutements. Non, pas recrutement. C'est-à-dire, on les a déjà recrutés. Pour qu'on ne régularise pas leur situation. On a déjà fait de grève pour qu'on les recrute. Mais ça fait à peine 2 ou 3 mois, on a dit qu'on va faire contrôle de leur connaissance. Certains ont refusé. Au point même celui qui a 1, il est admis. Mais il fallait partir pour aller prendre 1 pour être admis. Ils ont refusé. Ceux qui ont refusé, l'État, pour être fort, a dit, allez, vous là, je vous élimine de mon effectif. Donc voilà, si vous dites que c'est par rapport à ça que la lutte s'est affaiblie, moi je ne... Mais la lutte, elle est encadrée aujourd'hui. La loi encadre désormais autrement la lutte syndicale, n'est-ce pas? Ça, vous le reconnaissez? Est-ce que cela n'explique pas aussi le calme dont on parle? Moi, je ne trouve pas ça comme ça. C'est le contexte qui détermine. Puisque les grèves étaient intempestives. Ça, il faut le dire. Vous voyez. Rien de là, votre collègue là, il veut nous créer des problèmes. La lutte syndicale était intempestive. Mais moi, je dis, hier, même vous les journalistes, quand quelque chose vous arrive, vous-même, vous ne sortez pas. La preuve, il y a vos collègues qui sont en difficulté aujourd'hui. Est-ce qu'un devoir lever son petit doigt? Ils ont été défendus par les associations professionnelles. En faisant quoi? Les associations professionnelles ont mené des démarches pour leur manière de gérer cette situation. Ah, d'accord. Nous autres, notre manière, c'est de dire publiquement qu'on défend. Mais votre manière, c'est de rester au bureau pour dire vous défendez. On dit autre temps, autre mœurs. Est-ce qu'il ne faut pas tenir compte aussi de ce qu'on a en face et orienter la démarche? Maintenant, les actuels responsables syndicaux tiennent compte de ce autre temps. Très bien. Merci Pascal Todinou, Léon Dosso. Merci chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. C'était le numéro 12 de Diagonale. Merci et à dimanche prochain. Merci.